Les membres du Comité national de pilotage de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable évaluent sa mise en œuvre. Le Premier ministre, les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers font la revue annuelle de la SCAD dont les résultats sont jugés moyens. La SCAD fait désormais place au PNDES, le plan national de développement économique et social. Dans cette édition, nous irons à Boura, dans la Sicile, où des éléphants saccagent les vergers et les productions sur le périmètre irrigué de la localité. Le phénomène a particulièrement pris une ampleur exceptionnelle cette année, avec de nombreux dégâts causés par les pachydermes. Constat et réaction des producteurs dans le dossier de ce journal. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre. Que peut-on retenir de la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable? Les résultats sont jugés moyens et les acteurs chargés de sa mise en œuvre recommandent une consolidation des acquis et une correction des erreurs constatées dans la mise en œuvre de la SCAD. Le comité de pilotage de la SCAD, présidé par le Premier ministre, a procédé ce matin à la revue annuelle de ce référentiel de développement qui couvrait la période 2011-2015. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du Premier ministre à cette rencontre, des propos recueillis par Paul-David Bambara et Moumoune Soubega. Il y a eu de bons résultats, il y a des résultats qui sont moins bons. Dans l'ensemble, on peut dire que les résultats sont moyens, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir fait un bilan, d'avoir évalué la situation, d'avoir compris ce qui a marché, d'avoir compris les erreurs que nous ne devons plus recommettre la prochaine fois. Et sur la base donc, de ces enseignements, nous servir de ces enseignements pour lancer dès maintenant le nouveau plan de développement économique et social, le PNDES, qui est en voie d'achèvement et qui va servir de référentiel pour la politique économique et sociale du gouvernement pour la période allant de 2016 à 2020, conformément aux orientations et aux priorités du programme présidentiel. Et on apprend que le plan national de développement économique et social est déjà en marche et a permis d'engranger des acquis durant les 100 premiers jours du président du Faso. Les dépenses publiques, la programmation et la gestion budgétaire, le contrôle et l'audit des finances publiques ont connu des avancées notables. Et ces déclarations sont de la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Elle en a parlé à la presse ce matin au cours d'un déjeuner. Plus de précisions avec Mathias Trabo et Abdoul Rasmane Zongo. D'importants acquis économiques et financiers ont été engrangés, ce sont les mots du ministre de l'Économie et des Finances, durant les 100 premiers jours du mandat du président du Faso, grâce à l'élaboration du plan national de développement économique et social, PNDS. Illustration d'abord au plan macroéconomique. Malgré les multiples chocs subis par le pays, nous pouvons noter que le pays a fait preuve de résilience. Ainsi, le taux de croissance attendu en 2016 est de 5,2%. En 2015, il était de 4%. Si la situation redevient normale, nous pourrons effectivement renouer avec la croissance de 6 à 7%. Il y a aussi le budget 2016 et les perspectives. Le bilan au 31 mars 2016 est qu'en matière de recouvrement des recettes propres, les régies ont pu mobiliser 272 milliards de francs CFA sur une prévision de 247 milliards, à peu près 248 milliards, soit un taux de réalisation de près de 110%, donc 10% de plus. Nous comptons engager un certain nombre d'actions importantes. Il s'agit naturellement de la finalisation du PNDS. Deuxième priorité, c'est la mobilisation volontariste des ressources. De quelle manière? Surtout les ressources intérieures. Au niveau des impôts, par exemple, c'est là que je profite aussi de cette tribune pour inviter les uns et les autres au civisme fiscal. Ce déjeuner de presse, premier du genre, fait office d'emblée de cadre de dialogue interactif dans le souci de rendre régulièrement compte de la santé financière et économique du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, les producteurs de la commune de Boura dans la Sicile sont confrontés à des saccages causés par des éléphants. Cette année, le phénomène a pris une ampleur exceptionnelle et touche aussi bien les vergers que le périmètre irrigué de la commune. Les plantations d'anacardiers, de manguiers, les champs de riz et les productions maraîchères sont les cibles des pachydermes. Les dégâts sont énormes et les producteurs dépités attendent des promesses d'indemnisation. On fait le constat avec Alidou Badzini et Jean-Emmanuel Ouedraogo.
Nous sommes dans le verger de Soumaïla Zungrana, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a une dizaine de jours, un troupeau d'éléphants est passé par là, saccageant une bonne partie de ses 500 pieds de manguier et d'anacardier. Soumaïla peut faire une croix cette année sur ses objectifs de recettes. Mais plus grave encore, c'est le fruit de 21 ans d'investissement qui a été réduit à néant en l'espace d'une nuit. C'était le désarroi total quand je suis arrivé le matin. Chaque année, je ne réalise pas moins d'1 million de recettes et ça m'aide beaucoup car j'ai une très grande famille. L'autre cible de choix pour les pachydermes dans la commune de Boura, c'est le périmètre aménagé en aval du barrage. 79 hectares consacrés à la production du riz et au maraîchage. Cette année, bien plus qu'auparavant, le site est devenu le garde-manger des éléphants. Les producteurs dépités ont du mal à contenir leur colère. J'ai fait de la pastèque sur une superficie de 0,75. Même un seul, je n'ai même pas amené en famille. On dit que ces éléphants sont protégés. Notre production aussi est protégée. Donc c'est ce qui ne me plaît pas. Donc c'est à l'État de revoir, protéger les éléphants et puis protéger notre production aussi. Sinon en tout cas nous ne sommes pas d'accord. Le nombre de saccages causés par les éléphants a atteint cette année une ampleur inédite. Et à chaque fois, c'est le même scénario pour les services techniques, environnement et agriculture, des constats dressés et aucune suite. Nous réalisons les constats, nous soumettons au préfet, lui aussi à son tour soumet au niveau des autorités provinciales. Bon, à leur tour aussi remettre acquis du droit. Mais c'est la suite qui est très bien incertaine. Quand même si des gens arrivent à se donner vraiment de la peine pour travailler et du coup ils voient qu'ils n'arrivent pas à profiter du fruit de leur labeur, vraiment c'est triste. C'est les espèces protégées. Tu n'as pas le droit de l'agresser. Mais ils sont en train de mettre les gens dans la famine. Mais l'État ne prend pas ses responsabilités. Donc c'est pour dire aux autorités de faire en sorte de voir pitié des gens. Si jamais c'est des espèces vraiment protégées, qui fait en sorte pour qu'au moins les dégâts que ces animaux ont fait, que les gens soient dédommagés. En attendant, les producteurs de Boura se sentent bien impuissants. Certains font le choix de la résignation et de l'abandon pur et simple de leurs activités. Car une chose est sûre, les éléphants vont revenir. Et la solution à ce phénomène sera certainement l'un des défis à relever par la nouvelle structure des maraîchers du Burkina. La Ligue nationale des maraîchers du Burkina, la LINAMAB, a tenu son congrès constitutif le week-end dernier à Bobo-Dioulasso. Et pour ce tout premier congrès, les débats se sont focalisés sur l'emploi de la jeunesse dans la culture maraîchère. En marge de cette rencontre, les maraîchers ont organisé une marche de soutien et une remise de légumes au profit des malades du CHU Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Drissa Traoré, Sanoua Christine Koulibaly. Légumes sur la tête, ces maraîchers ont arpenté quelques artères de la ville de Sia avec comme point de chute le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou, destinataire des légumes. Cette marche a pour but d'abord de motiver ce secteur agricole qui a une forte représentation au niveau de l'économie de notre pays, valoriser et promouvoir l'emploi aussi dans ce secteur. Et l'an passé est venu envers l'hôpital. On a tous nos parents, nos amis, et puis ainsi de suite à l'hôpital. On sait que de nos jours, il n'est pas très facile. Et ces légumes vont un tant soit peu agrémenter le repas des malades. Bon, ça va servir à améliorer le quotidien des malades ainsi que des enfants malnutris. Bon, c'est un geste qui est louable. Nous les remercions et nous souhaitons que ce geste se répète. Cette activité se tient en marge du congrès de la Ligue nationale des maraîchers du Burkina. Congrès qui se tient sous le thème « Culture maraîchère au Burkina Faso, un secteur pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse ». La volatilité des prix alimentaires a un réel impact sur la vie des populations de Kaya et Nesmtenga dans le centre-nord du Burkina Faso. C'est la conclusion d'une étude menée par les chercheurs de l'Institut des sciences des sociétés dans ces deux localités. L'étude a permis de faire une analyse sur la sécurité alimentaire telle que perçue par les populations. La dissémination des résultats de cette étude, commanditée par l'ONG Oxfam, a été faite ce matin à Ouagadougou. Adama Djiti, Estelle Judith Assorba.
Les chercheurs de l'Institut des sciences des sociétés INSS partagent les résultats de leurs travaux aux ONG, aux autorités politiques et à d'autres chercheurs de l'Université Joseph Kizerbo. Durant 3 années consécutives, ils ont conduit une série d'études à Kaya et à Nesme Tenga dans le Sanma Tenga. Une étude dont la thématique générale a porté sur vivre en période de volatilité des prix des denrées alimentaires. Premièrement, il y a un problème d'accessibilité des populations aux produits agricoles. Et on a dit que pour favoriser cette accessibilité, il faut que les céréales soient disponibles et que l'État s'investisse à contrôler les prix. Concernant le droit à l'alimentation, on a constaté que les populations ne savent même pas quel est leur droit à l'alimentation, mais lorsqu'ils ont faim, ils revendiquent violemment, comme cela s'est passé en 2008 avec les cas qu'on a connus. Cette étude a permis aux chercheurs de formuler des recommandations et ensemble avec l'assistance, ils tenteront de voir comment mettre en œuvre ces innovations. On a formulé des recommandations pour que l'État s'investisse davantage dans le contrôle qualité, dans le suivi, dans la surveillance de l'alimentation des populations et pour l'accessibilité, veiller à ce que les populations puissent accéder à un aliment moins cher et puis disponible de qualité. Avec ces résultats, les sciences sociales apportent ainsi leur touche à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, avec ce matériel roulant au profit des forces armées nationales, l'État burkinabé met à leur disposition 7 véhicules qui ont été réceptionnés ce matin. Le geste vise à renforcer la capacité d'intervention des unités de l'armée déployées sur le terrain. Un geste qui vient à point nommé puisqu'il répond aux besoins actuels de l'armée burkinabé selon son premier responsable. Le reportage de Issa Kafando et Amandine Lalsaga. L'État burkinabé s'est engagé à renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, les forces armées nationales reçoivent 7 véhicules pour les opérations de terrain. Ces véhicules que viennent de recevoir les forces armées nationales correspondent à des besoins pour renforcer les capacités de mobilité des unités déployées sur le terrain. Et nous en sommes très satisfaits et nous sommes optimistes quant aux perspectives. En écoutant le ministre ce matin, nous savons que le gouvernement consentira à faire encore davantage d'efforts pour permettre aux forces d'être mieux équipées. La sécurité constitue une priorité pour le gouvernement. Et le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité est conscient des problèmes rencontrés par les forces de défense et de sécurité dans l'exécution de leur mission. Nous avons besoin de continuer à veiller à l'équipement de nos forces de défense et de sécurité et surtout aussi veiller à ce qu'il y ait régulièrement des exercices pour qu'ils ne perdent pas la main et qu'ils soient à même d'être efficaces sur le terrain, mais aussi d'être bien formés. Voilà, c'est un certain nombre de besoins dans ces différents domaines et nous formulons les demandes d'appui par-ci par-là auprès de tous ceux qui peuvent nous appuyer. Ce don de véhicules aux forces armées nationales intervient après la remise de matériel similaire à la police et à la gendarmerie. Et nous remettons le cap à Bobo Dioulasso pour évoquer la crise qui prévaut dans les établissements Cheikh Anta Diop. Pour résoudre cette crise, le corps enseignant avait proposé la signature d'une reconnaissance de dette par les premiers responsables de ces établissements. Quelle a été la suite donnée à cette proposition? Les enseignants en ont parlé aux hommes des médias hier soir. Des précisions avec Lamine Karantao et Karim Sissi. Cette rencontre était prévue pour la signature d'un protocole d'accord d'une reconnaissance des dettes entre le corps enseignant et le chargé des expéditions des affaires courantes des établissements Cheikh Anta Diop de Bobo Dioulasso. Un acte qui, selon les enseignants, permettrait une reprise des activités académiques. Mais le chargé des affaires courantes étant absent, la rencontre s'est transformée en un point de presse. Si l'administration réagit aujourd'hui, demain à 7h, nous sommes en place. Mais nous-mêmes, ce matin-là, on lui a dit, si le protocole est signé, on fait les compositions, on corrige, on vous donne pour l'ordre. Vu la situation actuelle, aucune date n'a été choisie pour la reprise des cours. En arrivant, il va parler pour comment? Ça veut dire en ce moment, il y a rien qui ne pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un peu de nous rappeler, il me dit qu'on est d'accord. C'est ce qu'on a dit. Après, le procureur, là, s'il vient nous rappeler, le jour où nous rappeler, nous parler, quand il reste en combat, à noter que les enseignants des établissements Cheikh Anta Diop de Bobo Dioulasso sont en grève depuis le mardi 6 avril 2016. Ils revendiquent le paiement intégral de 3 mois d'arriérés des salaires.
On reste à Bobo-Dioulasso où les journalistes ont célébré le 7 mai dernier la journée internationale de la presse. Une célébration antiférée dont le thème a porté sur le rôle du journaliste pendant les élections municipales à venir. À ce sujet, une conférence publique a permis aux journalistes de passer en revue des notions telles que l'éthique, la déontologie et la responsabilité sociale du journaliste. L'initiative de cette conférence est de l'Association des professionnels de médias de l'Ouest. Plus de précisions avec Idrissa Warga, Siri Kimilogo et Sanoua Christine Koulibaly. Élection municipale apaisée, rôle du journaliste, c'est sous ce thème que l'Association des professionnels des médias de l'Ouest du Burkina commémore la Journée mondiale de la liberté de presse. Un thème qui interpelle les professionnels des médias quant à leur responsabilité sociale dans le traitement de l'information en période électorale. On s'est toujours en tout cas invité les confrères à respecter les principes fondamentaux de la profession, c'est-à-dire que la vérification de l'information à la source, l'équilibre de l'information, la vérification en tout cas de plusieurs sources d'information avant de publier l'information. Des journalistes qui, dans leur mission d'information, de sensibilisation et d'éducation, doivent cultiver un climat de paix quand on se rappelle les crises qui ont émaillé la confection des listes électorales. Ne perdez pas de vue l'aspect véracité, l'éthique et la déontologie de la profession. Le journalisme, c'est une profession noble. Et je l'ai dit dans mon intervention, plus on l'exerce, plus on perce. Le journalisme se bonifie comme le vin, je l'ai dit. Plus le vin est vieux, plus il est bon. Créée en mai 2015, l'APEMO, l'Association des professionnels des médias de l'Ouest du Burkina, œuvre pour la défense des intérêts moraux de ses membres. Un mot sur l'actualité à l'étranger. Au Brésil, la procédure de destitution engagée contre la présidente Dilma Rousseff prend une tournure inattendue. Un chaos constitutionnel est en cours puisque le nouveau président de la Chambre des députés demande l'annulation du vote sur la destitution de la présidente. Et quelques heures après ce coup de théâtre, c'est le président du Sénat qui a ordonné la poursuite du processus de destitution. À la nuit tombée, les partisans de la destitution de Dilma Rousseff sont descendus dans les rues de la capitale brésilienne. La conclusion d'une folle journée. Dans la matinée, le président du Congrès des députés, Valdir Maranhão, a annulé le vote qui avait approuvé la procédure de destitution. Pour valider sa décision, le Sénat devait donner son accord. Quelques heures plus tard, la réponse est tombée. Hors de question pour son président. Il ne m'appartient pas de dire si c'est juste ou non, mais cela revient à l'Assemblée plénière du Sénat, à tous les sénateurs réunis. Cela a été la décision de la Cour suprême. Une Cour suprême qui va devoir tout de même examiner l'annulation du vote des députés. Pour la principale intéressée, le chemin est donc étroit pour éviter une destitution. Pour changer le cours des choses d'ici 2018 et donc changer le programme du gouvernement, il n'y a qu'un seul moyen, via des élections directes. La procédure devrait néanmoins continuer de suivre son cours. Les sénateurs restent appelés à voter mercredi l'ouverture d'un procès en destitution. Sa validation entraînerait alors la suspension de Mme Rousseff du pouvoir pendant 180 jours. Et l'issue du vote ne fait guère de doute. Sur 80 sénateurs, 50 ont déjà fait part de leur intention de voter contre l'actuelle présidente. Retour au Burkina pour la lecture croisée des quotidiens. Dans la presse écrite de ce mardi, les organisations de la société civile donnent leur lecture de l'affaire Thomas Sankara et l'annulation des mandats d'arrêt dans l'affaire du putsch. À l'international, les journaux se sont intéressés à la reprise du procès de l'ancien président ivoirien et de son épouse. Des précisions avec Aimé Solange Guigma. Des soupçons de malversation sous la transition, des acteurs de la société civile demandent au PF d'œuvrer au retour de Zida, titre Le Soir. Il s'agit des membres du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile qui, par la voix de sa présidente d'honneur, Safietou Lopez Zongo, suggèrent qu'on fasse venir Zida si cela est possible, précise l'observateur Palga, pour que la lumière soit faite, indique le pays. Toujours dans les colonnes du journal Le Pays, 8 autres OSC dénoncent une immixtion grave dans la conduite des dossiers du putsch du 16 septembre et de l'affaire Thomas Sankara, de l'annulation des mandats d'arrêt
au dessaisissement d'un des juges d'instruction en passant par des décisions contradictoires, ces structures donnent leur lecture des faits dans l'Observateur Palga. Halte donc au tripatouillage du dossier, suggère-t-elle dans le journal Le Quotidien, et invite par ailleurs le peuple burkinabé dans toutes ses composantes vertueuses à rester mobilisé pour faire échec à toutes les tentatives d'étouffer cette affaire ainsi que tous les dossiers pendants devant la justice. Pour le soir, il y a de quoi réformer notre justice militaire. En politique étrangère, Citoyen nous informe que Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien, sera jugée à partir du 31 mai à Abidjan pour crimes contre l'humanité, tout comme Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, dont le procès a repris ce lundi 9 mai à la Cour pénale internationale, indique Le Quotidien. Pour le pays, la justice ivoirienne a ainsi une occasion en or pour tenter de redresser la barre, de redorer autant que faire se peut son blason. Tout cela dans l'intérêt de l'ensemble des victimes et du pays tout entier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTV.